Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Récapitulatif de cette semaine et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication des chiffres aux États-Unis de l'inflation et des prix à la production notamment. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ces chiffres, sachant que ce sont évidemment des éléments très surveillés par les marchés, à la fois pour anticiper le niveau des taux de la Fed, donc ça a un impact sur le marché obligataire, un impact sur le marché d'échange et donc forcément un impact sur les marchés actions. Et bien que nous disent ces chiffres donc ce sont les chiffres du mois d'avril qui ont été communiqués. Ils sont moins forts que les chiffres du mois de mars, donc l'inflation a progressé moins fort en avril qu'au mois de mars, mais par contre on a des chiffres d'inflation qui étaient supérieurs au consensus. Le marché s'attendait à ce que ça progresse encore moins vite et le chiffre est ressorti au-dessus du consensus. Donc des marchés qui n'ont pas été rassurés par ces chiffres, même si probablement cela commence à traduire, voire peut-être même, c'est le pic inflation qui est en place, mais le différentiel par rapport au consensus était trop peu important pour que cela impressionne le marché. Et puis surtout, ce que nous montre la composition de l'inflation donc aux États-Unis, c'est qu'elle a désormais migré de manière pleine sur la partie des services. On voit que finalement c'est l'énergie qui a pas contribué au mois d'avril à l'inflation aux États-Unis, c'est surtout la progression des prix dans les services. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est du ressort de la Fed complètement. Autant pour la partie pétrole, c'est lié à la géopolitique, à l'Ukraine, etc. Autant pour la partie service, ça veut dire qu'il y a aussi des salaires qui ont progressé, ça veut dire qu'il y a un appétit de consommation des services qui est bien là, que des prix sont tendus. Et ça effectivement c'est le rôle de la Fed de s'assurer que l'inflation reste bien en ligne avec les objectifs. Donc ça les marchés n'ont pas trop aimé, notamment les valeurs sensibles, tout ce qui est taux et politique monétaire, à savoir les valeurs technologiques. On a encore vu des plus bas cette semaine pour de nombreuses grosses valeurs technologiques à de nouveaux plus bas qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres même. Une volatilité sur le Nasdaq qui est monté à plus de 40 cette semaine. Donc je rappelle, la volatilité quand tout va à peu près bien, c'est autour d'entre 10 et 20, quand tout va mal, c'est 80, au-delà de 80 de volatilité, c'est le stress panique. À 40, vous voyez, c'est un entre-deux, mais qui montre quand même que le marché accuse le coût, accuse le stress, toujours lié donc à ces questions de normalisation monétaire notamment, et puis plus globalement d'impact des confinements en Chine, quel impact cela au niveau mondial, au niveau de la dynamique économique mondiale, et puis évidemment toujours cette question liée à la guerre en Ukraine qui continue d'influencer le prix des matières premières notamment. Donc on a une semaine qui était marquée par ces chiffres d'inflation mais qui n'ont pas rassuré les marchés. Donc on l'a vu, le dollar a encore progressé, il suffit de regarder le niveau de l'euro par rapport au dollar. Donc le dollar a tellement que l'euro est tombé à son plus bas niveau depuis 2017 et encore on est sur les plus bas de 2017, c'est-à-dire que si on passe à peine en dessous de ces niveaux-là, de quelques dizaines de points en dessous, on a un euro qui est au plus bas depuis 2003 ensuite, ce qui montre bien la puissance du dollar, et c'est bien un phénomène dollar, c'est pas seulement l'euro qui est faible par rapport à la question ukrainienne, on voit également que la livre par rapport au dollar a beaucoup baissé. Le dollar par rapport au franc suisse a atteint la parité, donc un signe là aussi d'une forte poussée. Donc c'est vraiment la thématique dollar qui supplante tout ça et qui fait aussi que les autres devises de contrepartie sont orientées à la baisse. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que le dollar faiblisse? Ce qu'on a vu un tout petit peu cette semaine, mais en plus fort, des chiffres des indices de prix qui partent plus fortement à la baisse aux États-Unis, qui montrent qu'on a ça y est complètement touché le pic à inflation et qu'on en est certain cette fois-ci, alors que là il y a encore un petit doute. Il faudrait qu'il y ait une baisse du prix des matières premières aussi, que le pétrole reparte à la baisse. Or c'est pas tellement ce qu'il a fait cette semaine. Là au moment où on enregistre le podcast, on a un baril américain qui est remonté à 107 $ alors qu'il était repassé récemment sous les 100 $. Donc c'est tous ces éléments là qu'il faudrait pour que le dollar commence à reperdre un petit peu de terrain et aussi évidemment qu'il y ait une détente de la situation géopolitique. Ça permettrait aussi à l'euro de rebondir, au dollar de faiblir un petit peu. Il y aurait moins ce côté valeur refuge sur le dollar. Donc voilà les éléments qui permettraient au dollar de faiblir un petit peu, ce que nous n'avons donc pas pour l'instant. Il y a donc un dollar fort, pénalise les marchés américains. Mais l'euro faible, on pourrait dire aussi comme ça, n'aide pas beaucoup les marchés européens non plus, parce que c'est un euro faible qui est lié, encore une fois, aussi pas seulement à des problèmes. La guerre en Ukraine pèse sur l'euro, mais on vient d'expliquer que c'est surtout le dollar qui poussait, mais il y a aussi un effet comme guerre en Ukraine, et là effectivement, ça c'est baissier pour l'euro, et donc c'est pas tellement soutenant pour les marchés actions, parce que le risque géopolitique est un énorme risque économique, risque de récession pour l'Allemagne, donc il n'y a pas de raison de voir l'euro repartir très fortement dans ce contexte-là à la hausse. Que va-t-il retenir de cette semaine également? Les propos de Jérôme Powell qui s'exprimait donc en milieu de semaine, qui a rappelé de manière assez claire le mandat de la Fed, qu'il avait pour seul objectif donc de ramener pas pour seul objectif, mais pour objectif principal
majeur, c'est plus tellement l'emploi, c'est désormais la question des prix, donc ramener les niveaux de prix à un niveau cohérent avec le mandat, c'est-à-dire proche de 2%, alors qu'on a encore une inflation là de 8%, et qui a aussi parlé de la situation de soft landing. Est-ce que les États-Unis vont réussir à faire un soft landing de leur économie entre la normalisation monétaire d'un côté et puis tout ce stress lié à la Chine, à l'Ukraine de l'autre côté? Et ça, Jérôme Powell a été assez honnête là-dessus en disant que le soft landing ne dépendait pas forcément d'éléments que contrôlait la Fed, et là-dessus il a effectivement assez raison. Une partie la Fed peut le gérer sur la normalisation monétaire, mais l'impact et les chocs économiques des confinements en Chine et puis donc de la guerre en Ukraine, ça effectivement ce n'est pas de son ressort, donc il doit aussi composer avec cela dans la normalisation monétaire de la Fed, mais aussi l'objectif évidemment de ne pas faire plonger l'économie américaine en récession via la normalisation, mais il ne peut pas non plus faire l'impasse d'une normalisation avec une inflation à 8%, même si on sait que dans ces 8%, tout n'est pas uniquement lié à des questions de demande uniquement et qui seraient uniquement liftées par ce que la Fed a fait par le passé. La Fed est en grande partie responsable, partout dans le monde d'ailleurs, les banques centrales sont en partie responsables de cette inflation par la stimulation qu'elles ont donnée pendant la période de Covid, donc ça il est nécessaire de l'ajuster, mais une autre partie de l'inflation est arrivée plus récemment avec ces questions d'envolée des matières premières qui étaient déjà présentes avant la guerre en Ukraine, mais dont la guerre en Ukraine a accéléré la tendance. Je rappelle un chiffre pour bien matérialiser les choses, depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix moyen des matières premières, si on synthétise tout ce qui est pétrole, énergie, donc tout ce qui est l'énergie, les métaux et les produits agricoles, si on fait une synthèse de tout ça, en moyenne c'est 25% de hausse du prix mondial des matières premières depuis le début de la guerre en Ukraine, donc évidemment cela compte dans l'impact sur les prix. Voilà ce qu'on pouvait donc pour cette petite synthèse. On a également une semaine qui était évidemment marquée par la chute très violente de nombreuses crypto-monnaies, donc le marché des crypto-devises qui était orienté à la baisse. Alors c'est à la fois lié à deux choses. On avait noté cette corrélation assez forte depuis plusieurs mois entre la baisse des cryptos, donc dans le Bitcoin par exemple, l'Ethereum et d'autres cryptos liés, ou cette corrélation avec les valeurs technologiques. On voyait bien que le marché des cryptos était sensible à la question de l'inflation, à la question de la normalisation monétaire de la Fed, et on avait une corrélation absolument excellente ces derniers mois entre ce que faisait le Bitcoin, la trajectoire du Bitcoin et la trajectoire du Nasdaq par exemple. Donc vraiment un lien fort sur cet aspect technologique, mais ce qui est venu en plus à assombrir le tableau cette semaine, eh bien c'est cet effondrement en fait d'une des cryptos qui s'appelle l'UST, donc c'est la crypto-monnaie de Terra qui était valorisée plus de 40 milliards de dollars en termes de capitalisation de marché et qui aujourd'hui ne vaut plus rien tout simplement, ou quasiment plus rien, un effondrement de plus de 99%, et donc ça c'est effectivement, et pourquoi c'est un problème, parce que c'était ce qu'on appelle un stablecoin, donc qui est censé pouvoir toujours représenter une valeur fixe ou en tout cas très très stable autour de 1 dollar. Donc il y a plusieurs stablecoins, donc l'objectif c'est d'être pégé, d'être arrimé à la valeur dollar. Donc un stablecoin doit être égal à 1 dollar, et la façon de pricer algorithmiquement ce stablecoin n'a pas permis de garantir cette sécurité là, et la valeur s'est totalement effondrée. Ça a généré une sortie de Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor américain, qui indiquait qu'il fallait effectivement réglementer les stablecoins. Alors c'est pas nouveau, c'est déjà quelque chose qui avait été dit avant cet effondrement de UST, donc de la crypto de Terra. Yellen avait déjà dit qu'il fallait réglementer les stablecoins, mais disons que voilà, la chute de Terra a été l'occasion pour le Trésor américain de rappeler qu'effectivement une réglementation s'imposait. Attention quand même que les États-Unis ne veulent pas interdire les cryptos, faut bien faire le distinguo, ne pas tout mettre dans le même panier. Il y a des stablecoins, il y a des différents types de cryptos. Les États-Unis ne sont pas contre du tout les cryptos, simplement on voit bien que soit du côté de la SEC, de la Fed ou du Trésor, la volonté de faire rentrer tout ça dans un cadre réglementaire avec certaines barrières, certaines sécurités pour les consommateurs aussi, pour les investisseurs. Donc voilà, c'est des choses que nous verrons très probablement se faire dans les mois qui viennent, et cet épisode va peut-être accélérer un petit peu les prises de décision, mais par contre ça ne change pas forcément l'intérêt, moi je ne pense pas, par rapport aux cryptos. Il y a des vagues effectivement extrêmement correctives qui sont celles que nous voyons actuellement. Il y a plusieurs choses, des questions de normalisation monétaire, puis ce qu'on peut qualifier de quasi faillite d'un réseau qu'on a vu cette semaine. Ça ne veut pas dire évidemment que tout le secteur va s'effondrer, mais voilà, ça montre que c'est en construction et il y a des faillites, et que les plus costauds, les plus résilientes, les plus intéressantes resteront, et puis le reste disparaîtra. C'est un peu ce qu'avait traversé finalement les valeurs internet en 2000, un énorme engouement, des valorisations qui n'avaient plus rien à voir avec la réalité, puis un effondrement de plus de 80% du marché, ça a été suivi. Ne sont restés que les plus solides. C'est probablement ce qui nous attend aussi pour le secteur des cryptos.
D'un point de vue de la volatilité, on n'a pas une volatilité extrême sur les marchés américains cette semaine. Le VIX, qui est vraiment la référence pour le S&P 500, donc généralement pour les gros marchés américains, reste toujours dans une zone un peu au-delà de 30, donc c'est un marché qui est stressé, donc qui fait à la fois de la couverture, qui se protège contre les chutes que nous voyons, donc la nervosité qui reste présente, mais il n'y a pas de panique, et donc ça ouvre quand même la question de la fameuse capitulation. Vous savez, quand un marché corrige comme ça pendant des semaines et des mois, à un moment donné, la fin de la correction peut prendre la forme de ce qu'on appelle une capitulation, c'est-à-dire un mouvement très vertical, une chute très rapide dans l'espace de parfois quelques heures ou quelques jours, et ensuite le marché commence à se stabiliser et à repartir un petit peu. Donc là, on ne peut pas encore dire qu'on a vu une capitulation sur les marchés américains, et donc ça pose un peu cette question, cette volatilité qui est assez stable finalement. Est-ce que ça couve, est-ce qu'on est en train d'accumuler du stress pour d'un seul coup cela éclate avec boum, une volatilité qui partira à 40, entre 40 et 50 pendant quelques temps, et des marchés américains qui tomberaient en l'espace de quelques jours avant de se stabiliser, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas trop de volatilité, donc c'est le signe que le marché n'est pas non plus paniqué, qu'il ajuste par rapport au niveau de valorisation, par rapport au niveau de politique monétaire avant de repartir. Voilà, il y a vraiment deux scénarios forts qui s'affrontent, et dur à ce stade d'arriver à faire un pronostic sur le court terme. Moi je pense que le risque de capitulation n'est pas à écarter complètement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de freins qui sont levés sur les risques. Je rappelle qu'il y a 3 gros risques pour les marchés, le risque inflation, normalisation monétaire, le risque Ukraine donc, et le risque Chine avec les confinements. Pour l'instant ça a tout petit peu mieux sur l'inflation, à peine, mais on a encore une ambiance qui est assez moyenne, sachant qu'on va attendre évidemment les résultats du deuxième trimestre pour les entreprises qui ne vont arriver qu'au mois de juillet, donc qu'il y a des réunions de banque centrale encore à venir. La Fed, Jérôme Powell a annoncé qu'il y aurait selon lui encore au moins 2 hausses de taux de 0,5% lors des prochaines réunions. Donc voilà, on ne sent pas pour l'instant qu'on a un game changer dans le marché. Ce game changer, ce serait probablement l'Ukraine, la Chine aussi. Je dis pas que ce serait un game changer, mais si elle déconfinait une ou deux villes, ça commencerait à aller un petit peu mieux, je pense, sur l'aspect macro, en tout cas le sentiment à venir de la macro. Voilà, donc mais on n'a pas encore de game changer cette semaine, donc voilà, prudence pour l'instant. Il n'y a pas encore de signaux forts, même si on voit que les marchés rebondissent un peu en fin de semaine. Ça s'est pas fait sur une vraie nouvelle. Les marchés actions ont un petit peu rebondi vendredi, mais le dollar pour l'instant n'a pas encore suivi ce mouvement-là, ne s'est pas affaibli, donc il n'y a pas encore un sentiment corrélé de détente sur toutes les classes d'actifs. On va passer maintenant à ce qui nous attend pour la semaine prochaine, le programme pour la semaine prochaine. Donc lundi, on aura les ventes au détail en Chine, tout ce qui est également investissement, production. Donc voilà, c'est une série de données qu'on va suivre évidemment pour voir comment s'en sort la Chine. Elle s'en sort pas bien, et ça c'est clair pendant ce confinement, mais voir à peu près l'état des dégâts finalement. C'est comme ça qu'on mesurera les données de lundi. On aura ensuite lundi toujours les prévisions économiques pour la zone euro qui seront publiées. Mardi, on aura les ventes au détail aux États-Unis, très important ça, sur la petite consommation. La consommation, c'est 2/3 de l'économie américaine. Donc on surveillera les ventes au détail mardi aux États-Unis. On surveillera également une nouvelle intervention de Jérôme Powell mardi, une intervention, donc un discours. Mercredi, ce seront les chiffres d'inflation au Royaume-Uni qui seront communiqués. On aura également les chiffres immobiliers américains, permis de construire et mise en chantier. Donc là où on verra l'impact un petit peu des redressements de taux. Il y a eu des redressements forts de taux aux États-Unis. Le taux le 30 ans américain de taux de crédit hypothécaire à 30 ans a allègrement dépassé les 5% ces dernières semaines, donc c'est le niveau le plus élevé qu'on ait connu depuis de nombreuses années. Donc voir comment ça se traduit sur les transactions immobilières aux États-Unis. On aura jeudi les ventes de logements, toujours aux États-Unis, donc les ventes de logements existants, et on aura également le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE. Et puis vendredi, nous aurons les chiffres, les prix à la production en Allemagne notamment, et puis la confiance des consommateurs en Europe et au Royaume-Uni. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.